Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Je suis Alim Derès, entrepreneur dans le digital depuis plus de 10 ans maintenant. Dans ce podcast, je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ayant décidé de créer leur business hors de leur pays d'origine. Je vous laisse avec l'invité du jour, je vous souhaite un très bon épisode et je vous dis à bientôt. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être sur le nouveau numéro d'Entreprendre à l'étranger. Aujourd'hui, on va reprendre de nouveau la direction d'Amsterdam à la rencontre de Tammy. Tammy qui est brésilien, francophile et qui parle parfaitement le français. Donc du coup, ça va être, pour nous, ça va être tout bénef. Hein. Et du coup, je vais faire comme d'habitude. Tammy, bonjour, merci de m'accorder de ton temps si précieux et je vais te laisser te présenter. Bonjour Halim, alors Tammy, je suis fondateur et directeur de Makers Unite à Amsterdam. Makers Unite, c'est une entreprise sociale qui travaille comme une agence textile en prod des réfugiés, des personnes qui sont venues ici dans la condition de réfugiés. Et ensemble, nous travaillons pour créer une société plus juste avec une production durable des textiles. C'est-à-dire, lorsque tu dis, on va rentrer dans le vif du sujet puisque ça m'intéresse énormément ce que tu dis. Et cette société, lorsque tu l'as créée, ton entreprise, elle a quel âge? En ce moment, en avril, on complète 5 ans d'existence. 5 ans d'existence. 5 ans. On va dire, on vient de passer de Valley of Death et là, on est vraiment vivant. Enfin. Donc ouais, ça a mis 4 ans. Écoute, félicitations. Non, c'est le mythe de Death Valley. J'ai envie de dire, c'est pas un mythe, c'est vrai. Comment dire, ça c'est très simple, c'est tant qu'on n'y est pas confronté, c'est un mythe. Mais le jour où on est confronté à ce qui nous est présenté longtemps comme un mythe dans l'entrepreneuriat et qu'on le dépasse, là tu te rends compte que c'est pas un mythe en fait. Il existe vraiment. C'est exactement. Mais je trouve intéressant de la manière qu'on regarde en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que c'est le Death Valley. Pour moi, c'est le période le plus grand apprentissage de ton business. C'est le moment où tous les choix sont importants et cruciaux pour le succès. Et si c'est pas le bon choix, c'est l'échec. Donc, ça veut dire qu'après le Death Valley, tu assures d'un ensemble de choix qui amène le business au succès. Donc, c'est souvent lié à une condition financière, ça c'est vrai, mais aussi de fine-tuning de business model, de fine-tuning de la proposition de marché, dans notre cas aussi, de fine-tuning de notre proposition sociale. Donc voilà, c'est 5 ans bien appris. Écoute, non, mais c'est une l'expérience est folle. Après, on va rentrer dans les détails. Hein. D'où te vient l'idée de créer cette société? Parce que t'es à Amsterdam, c'est une ville où il y a énormément de startups, il y a énormément de tech. Toi, tu décides de te lancer dans le textile avec des réfugiés. D'où te vient l'idée en fait? Bon, voilà, c'est une très bonne question. Je suis designer social à la base. Donc, ça veut dire que j'ai étudié d'abord au Brésil, à l'Université de São Paulo. J'ai étudié le design industriel. Donc, ça veut dire faire de canapes, faire de automobiles, faire des stylos, mais en fait, j'ai jamais arrivé à faire un vrai produit. Je me suis spécialisé dans un côté humain, c'est-à-dire travailler dans les enjeux de la société et en tant que designer, regarder
certaines problématiques avec un regard stratégique et penser comment on peut proposer des solutions pour des problèmes de la société. Et je crois que cette envie, pour moi, c'est à cause de grandi au Brésil, de grand-père, ma mère hollandaise et mon frère brésilien, donc ça crée dans mon chez-moi beaucoup de contrastes déjà. Et après, une société de richesse et pauvreté extrême. Donc ça m'a motivé toujours à travailler dans les questions de la société. Avant Makersonite, j'ai travaillé pour en ce moment, dans ce temps, c'était une startup s'appelle Kibo Africa, K-I-B-O. Et Kibo, c'était une startup pour promouvoir le développement économique au Kenya vers un business, vers une moto, donc un modèle commercial. Ils proposaient une nouvelle moto pour le Kenya, pour le chauffeur de mototaxi, pour gagner bien leur vie de manière sécure. Et de cette manière, pour moi, le développement économique et à la fin, le impact goal, c'est de créer une société plus égale. Donc, j'ai travaillé en tant que designer à Kibo pendant 5 ans, 4 ans, et j'ai appris beaucoup sur comment amener une proposition sociale vers un modèle commercial et comment lever des fonds et créer un business tout-dessous. C'était 2015, j'étais au Kenya, j'ai travaillé sur l'Asie, sur le Kenya, avec des chaînes prêteurs et tout ça, et la situation des réfugiés en Europe était c'était le sommet de la crise. Je crois que on a 1 million de réfugiés entre 2015 et 2016 qui sont venus en Europe vers la Grèce. Et à Amsterdam, et aux Pays-Bas, 2015-2016, on croit que entre 150 et 200 000 personnes sont arrivées. Et j'étais en temps qui designer au Kenya en train de travailler sur la question sociale et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire dans mon propre pays, qu'est-ce que je peux faire avec mes 2 mains pour changer cette situation. Et en fait, pour moi, travailler avec des réfugiés, c'était un choix logique et plus intuitif et humain de vouloir mieux faire. Dès que je me suis mis dedans, mon regard, c'était toujours comment est-ce que la solution que je peux mener pour cette problématique peuvent être, comment on dit, échalables, peut être scalable. Escalable. Et comment cette solution peut être commerciale et viable de manière financière. On a créé une campagne sociale en 2016, en 27 avril 2016, c'est le King's Day. C'est une grande fête aux Pays-Bas avec tout est orange. Et en ce moment, le gilet de sauvetage des réfugiés aussi orange. On a, avec un groupe de réfugiés et de designers locaux, on a créé un symbole pour parler de cette crise de manière positive. Au lieu de dire la communauté des réfugiés sont un problème pour la société, on a dit la communauté des réfugiés, elle est ici, elle a plein de talents, elle a plein de possibilités. Hein, le gilet de sauvetage n'est pas un symbole de crise, c'est un symbole d'espoir, de positivité. Travaillons ensemble pour une nouvelle société. Donc, c'était une campagne qui était bien reçue. On a créé des installations sur la rue, on a vendu des petits ribbons en orange au public. Et la répercussion médiatique m'a donné l'opportunité de étudier, on dit en social business model, comment créer une entreprise sociale, ça veut dire un business for profit, mais avec un
en objectif social. Et c'était la base de Makers Unite. On a compris que la création ensemble, le moment qu'un réfugié s'assoit à côté d'un étudiant hollandais pour faire un produit ensemble, c'est un moment de connexion où le réfugié peut créer une relation, peut créer la confiance. Et la confiance, c'est dans mon expérience, c'est l'étape fondamentale pour créer l'inclusion sociale. Et le moment qu'un réfugié prend confiance sur lui-même, de leur talent et les possibilités qu'il peut amener à une nouvelle société, et commence à créer la confiance entre la communauté où il est dans ce moment. C'est le moment qu'il commence à penser comment est-ce que moi, je peux contribuer pour cette société parce que je fais partie d'elle. Je ne suis pas exclu de la société. Ouais, c'est un geste politique. C'est un geste politique, et tant mieux. Non, mais de certaine manière, de manière inévitable que notre geste a une répercussion politique. Par contre, depuis le jour 1, je me suis dit, je ne veux pas perdre de temps avec la politique, je ne veux pas perdre de temps avec les lois, je vais créer un modèle commercial que je paye mes taxes, je donne pour l'argent. Et si une certaine partie de la population n'est pas pro-migration, c'est-à-dire, je n'ai pas de problème parce que, en fait, n'achète pas mon produit. Je suis au business. Donc, en ce moment, je me suis gardé de toute la discussion négative par rapport à l'immigration. T'as bien raison. Exactement. Et surtout, avec le gouvernement, ils ont regardé, OK, on ne peut pas dire non. On ne peut pas dire non à quelqu'un qui est en train de payer des impôts. Donc, l'approche commerciale pour l'inclusion sociale, je trouve qu'elle a beaucoup de bénéfices et surtout, il a beaucoup d'opportunités. Il existe un espace énorme entre l'initiative privée et la profession gouvernementale, et ça, c'est une opportunité pour l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire. Donc, c'est un peu ça l'idée de commencer Makers Unite. Au tout début, on a gagné un prix avec la proposition de business. On a gagné un prix des Nations Unies et de What Design Can Do, c'est une compétition mondiale qui nous a donné une reconnaissance globale et aussi un petit peu d'argent pour commencer notre expérimentation. Au bout de 5 ans, on a entraîné plus de 200 réfugiés sur nos programmes. On a un programme de 6 semaines qui aide les réfugiés à construire un parcours professionnel dans le secteur créatif aux Pays-Bas. On a comme client en ce moment, on a Ben & Jerry's, Unilever, on a Lush, on a des grandes marques internationales qui produisent avec nous. Parce que l'intention pour ces marques aussi et ces sociétés, c'est d'agrandir leur impact vers un produit, vers une transaction commerciale. Et en ce moment, on équipe des 15 personnes qui travaillent aux Pays-Bas à temps complet. Et on a levé de fonds privés, on a toute une structure d'investissement commercial qui est... après le Death Valley, tout se passe bien. Non, c'est vrai. Il faut la passer, celle-là. Il faut la passer, c'est le plus dur. Aujourd'hui, tu me dis que vous avez accompagné 200 réfugiés. Oui, exactement. D'accord. Et ces réfugiés, donc, comment dire, c'est au sein d'un parcours. Il reste quelques semaines. Après, donc, ils cherchent du travail ailleurs, ou Makers Unite en embauche certains. On embauche certains. On a un tailor team en ce moment de 9 personnes de couturiers. Dans le parcours créatif, par exemple, si on a un nouveau client qui développe une collection de modes ou un nouveau produit,
on a des, comment dire, des assignments qu'on va donner à la communauté. On dit, écoute, on a ici en briefing pour un nouveau concept de nouvelle connexion. Donc, c'est ceux qui ont passé le programme et pour avoir accès avec nos clients commerciaux et la partie du projet qu'on donne à la communauté des projets commerciaux pour des créations de concepts, pour des créations de vêtements, pour des créations de produits. Et ceux qui ont passé le programme, ils ont l'accès à ces projets. Et de notre côté, c'est Makers Unite et notre réseau qui est toujours en train de connecter ceux qui ont gradué de programme à des travails à temps complet, à des stages, des programmes de traineeship et aussi un programme d'éducation. Donc, on donne un support à la communauté pour achever, c'est ce qu'on dit, le next step sur la carrière professionnelle. Et on a, avec nos programmes, 200 personnes, on a un peu plus que 60% des participants qui sont connectés à la prochaine étape de carrière dans une période de 6 mois. Et ça, c'est un reflet de la qualité du programme. Et aujourd'hui, vous êtes présent aux Pays-Bas et vous comptez être présent, comment dire, est-ce que vous comptez vous développer et avoir des antennes dans d'autres pays européens ou d'autres pays à travers le monde? Ou vous voulez vraiment... Carrément. D'accord. Oui, en fait, en tant qu'entrepreneur social, je regarde toujours où est-ce que ma mission est nécessaire et relevante. Donc, on a des projets, on a des coopérations en Grèce en ce moment, on a des projets qu'on développe en Italie, dans des pays en Europe où la situation des réfugiés est critique. On développe aussi dans le Moyen-Orient, en Jordanie, des projets de collaboration de production et aussi en Turquie, tout en envisageant la co-création avec des réfugiés et la production textile durable. Et j'ai vu que tu étais passé sur un TEDx. Oui, c'est vrai. En TEDx. D'accord. En TEDx, c'est vraiment un milestone. Je dis que j'ai pas écrit un bouquin, j'ai pas planté un arbre, mais j'ai fait un TEDx. Et du coup, comment parce que t'es mon premier invité qui est passé par un TEDx. Du coup, ça s'est passé comment, le TEDx? On t'a contacté, Ouais, en fait, le TEDx, il faut être invité. Il n'y a pas de sign-up pour faire un TEDx. Donc, c'est une équipe, ici à Amsterdam, c'est une équipe de curadorie qui sélectionne des personnes, des projets qui sont intéressants, sont de worth ideas worth telling. Et pour moi, c'était une grande reconnaissance de pouvoir partager mon histoire sur TEDx parce que c'est un moment on réfléchit tout ce qu'on a travaillé. Pour moi, c'est un travail que je lui fais de manière consciente depuis 15 ans, et 10 ans sur le milieu social. Je suis designer depuis 15 ans, donc ça c'est le moment que je dis, OK, ça veut dire que j'ai fait quelque chose qui a du sens. Et surtout, je voulais partager sur mon histoire que changer le monde, vouloir changer le monde, c'est pas aussi compliqué. Le problème, c'est qu'il faut que chacun fasse sa partie et peut faire ta partie. C'est pas trop compliqué. Vas-y et prends ton téléphone et commence. Et c'est un peu comme ça que ça se passait avec moi. C'était faire un appel et dire, écoute, j'ai une idée, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Je crois vraiment que si chacun fait sa partie de
en petite contribution pour mon milieu, sûrement dans la globalité, on serait dans le futur dans un monde mieux. Donc, c'est ça que j'espère. Je suis beaucoup optimiste. Non, mais tant mieux. Aujourd'hui, comment dire, donc ah, tu m'entends? D'habitude, sur le podcast, je reçois alors soit des Français qui se sont installés à l'étranger, soit des étrangers qui se sont installés en France. Là, aujourd'hui, j'invite un étranger qui est installé à l'étranger, mais t'es passé par Paris, t'es resté quelques temps à Paris, t'as été au Canada. Du coup, tu as fait quoi? Tu as été en tant qu'étudiant, en tant qu'entrepreneur à Paris et au Canada, ou c'était dans un autre? Ouais, au Canada, j'ai fait un stage. Et à Paris, j'ai fait un master à l'INSI, l'école de création industrielle à Paris. D'accord. Atelier. J'ai fait un master sur le design création contemporaine. Et après, c'est ce qui m'a attiré de travailler aux Pays-Bas, c'était l'opportunité. J'ai trouvé beaucoup différents les concepts en tant que designer en France et le concept en tant que designer aux Pays-Bas. En France, j'ai trouvé beaucoup difficile d'amener en proposition, par exemple, en tant que social designer, je voulais proposer une pensée une nouvelle systématique et un nouvel processus de pensée. Et pour moi, c'était difficile de développer ça en France. Je crois aussi. Mais pourquoi? Parce que, comment dire? Je crois que c'est le caractère interdisciplinaire de mon travail. Je travaille sur le commerce, sur le marketing, sur l'impact social, et c'est beaucoup de choses en même temps. Et aux Pays-Bas, dès que on propose une manière de penser pas existante, la question qu'on reçoit, c'est OK, vas-y, me montre qu'est-ce que tu peux faire. Parce que on peut l'impression que j'ai en France, c'était c'est qui toi pour me dire ça? Donc c'était un peu différent. Et je crois que cette différence hiérarchique aussi, c'est beaucoup prononcé en France par rapport aux Pays-Bas. Ça, c'est aussi, je remarque ça avec mon entourage. J'ai beaucoup d'amis français ici à Amsterdam qui vont pas changer le Pays-Bas pour la France à cause de la structure, des hiérarchies, comment la construction des entreprises fonctionne. Je crois que ça a une grande différence. C'est-à-dire que les Pays-Bas ont une structure de l'entreprise et du monde de l'entrepreneuriat plus proche que les Anglais, les Américains, que les Français. Alors, je ne sais pas dire par rapport à l'Angleterre et les États-Unis, mais la base, le principe du capitalisme hollandais, ça veut dire, c'est le partage en hollandais, on dit poldering. Donc, le polder, ça veut dire la manière qu'on regarde de l'avion, tu vois tout l'ensemble des paysages Pays-Bas, tout est égal. Et il faut que chaque polder se contrôle bien et ne gagne pas trop d'espace et pas trop petit non plus. Parce que l'ensemble, s'ils ne sont pas en régulation, ça veut dire que l'eau va dépasser le digue et là, on a un problème. Surtout au Pays-Bas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je crois que l'égalité dans le cas des entreprises, elle a beaucoup influencé sur le système, sur la philosophie du powdering. Ça veut dire chacun a une partie à partager, chacun a une partie importante dans l'ensemble. Il faut écouter à chacun qui fait partie de cet ensemble pour arriver à achever. Et ça, c'est une partie extrêmement important de Maker's Night parce qu'on
on est basé sur un processus de business co-créatif. C'est-à-dire, je ne suis pas le boss, je suis en constant échange avec mon équipe, constant échange avec les workflows, je suis en constant échange avec de tous les niveaux de l'entreprise pour savoir me mesurer et développer notre entrepreneur. Exactement. C'est une question de mentalité. On a eu Marc la semaine dernière et Marc lundi dernier me disait que lui, il a créé sa société en Russie. Mm-hmm. Il t'a dit, en Russie, c'est très simple. Pour qu'une société fonctionne, il faut que tout le monde ait un statut et un rôle extrêmement définis. Mm-hmm. Et en fait, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas d'espace pour le doute ou l'initiative. La première chose qu'on regarde dans une entreprise, c'est le statut de la personne. Et il doit être extrêmement défini. Voilà, donc, si la personne, elle est responsable de ça, elle sera responsable de ça et de rien d'autre. Et ouais, ça, le Makersnet aura de mal aussi, je veux dire. Et tu vois pas. Et si la personne est sous l'autorité d'une personne qui a un statut, eh ben, celle-ci ne peut lui donner des ordres uniquement dans ce cadre-là. Oui. Voilà. Et il me dit, bah, pour moi, c'est perturbant. Il fait, pour moi, c'est perturbant. Il fait, j'essaie d'être à l'aise, cool avec mes salariés. Il m'a dit, bah, je ne peux pas. C'est pas possible. Il m'a dit, je suis obligé de leur dire à un moment donné, je suis le patron. Ouais. Ils doivent l'entendre. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ils doivent l'entendre. Il m'a dit, dans les faits, je suis le patron, mais je les traque pas et je leur cours pas après. Il fait, mais ils doivent l'entendre. Et une fois qu'ils l'entendent, il fait, bah, ça se passe très bien. Oui. Par exemple, on a un conflit de culture chez Makersnet, c'est assez intéressant à regarder. Donc, nos couturiers, ils sont 100% de parcours de réfugiés. La plupart sont des Syriens qui ont travaillé dans la confection de vêtements en Syrie. Et notre équipe de design et notre équipe commerciale, la plupart sont des Hollandais ou d'expats. Et le management doit être indépendant parce que l'équipe de couturiers n'arrive pas à comprendre la liberté de l'équipe de commerciale, par exemple. La manière qu'on se parle aux autres, la manière qu'on est au même niveau de regard. Et la conséquence sur la production, ça veut dire que le management dans la production doit être aussi de la couture syrienne aussi pour pouvoir voir la productivité des gens qui arrivent à l'heure, des gens qui ne passent pas trop de temps en train de boire du thé. Bien sûr. Donc, et ça, c'est quelque chose que le management locaux ne fait pas les faire. Après, c'est culturel. Hein. C'est culturel, on ne peut rien y faire. Hein. Ouais, exactement. Non, mais après, je pense que c'est à nous, en tant que manager, que chef d'entreprise, de s'adapter. Parce que si, c'est comme j'ai dit, après, de manière constante. Ouais, je trouve vraiment important, oui. Je sais pas comment tu te positionnes là-dessus. Mais un jour, je discutais avec une amie, je lui disais, mais si tout le monde était chef d'entreprise, le monde, on serait dans un monde de fous. Si oui, carrément. La société des managers. Ouais. On serait dans un monde, mais vraiment de fous. Mais pas de fous au sens, comment dire, tu sais, un peu à la légère. Non, mais vraiment de fous, de malades mentaux. Oui, ouais. Oui, c'est vrai. On discutait de je sais plus quoi, et on discutait, elle me dit non, mais ça va, toi, t'es gérable. Je lui dis, mais imagine une personne avec 150 personnes comme moi. Une salle avec 150 personnes comme moi. Et là, elle me dit non, elle me dit, je craque avant. C'est pour ça, après, c'est à nous de nous adapter justement pour pas. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que les collaborateurs, les salariés avec lesquels on travaille, nous correspondent un peu dans le sens où à un moment donné, il faut que ça aille vite. Il faut qu'ils comprennent vite comment leurs collègues fonctionnent, comment les supérieurs fonctionnent, comment les subordonnés fonctionnent, et comment toute l'entreprise fonctionne. Mais après, oui, il va falloir s'adapter. Tu travailles. T'es né au Brésil, tu travailles aux Pays-Bas, alors tu as une attache par rapport à tes origines avec les Pays-Bas
Mais avant d'arriver aux Pays-Bas, tu connaissais peut-être pas plus le monde du travail aux Pays-Bas que ça. Donc là aussi, il a fallu t'adapter. Donc, Carrément. non, on s'adapte de manière perpétuelle. Euh, Exactement. alors après, j'ai une question que je pose toujours à la fin, mais toi, ça va être compliqué de te la poser parce que t'es pas trop concerné, mais qui sait. Est-ce qu'un jour, tu te vois installer et travailler en France? J'adore la France, déjà. Ah, Euh, je pense que l'écosystème d'innovation et l'écosystème de développement durable en France, c'est extrêmement innovant et ça, je suis toujours, ça, ça, ça me, ça me donne beaucoup d'idées. Euh, alors, je pense que là, beaucoup d'opportunités dans un secteur des startups, juste entreprise moyenne en France, dans mon secteur surtout. C'est ce que je me demande, est-ce que le gouvernement en France aura à comprendre ce que je veux faire? Est-ce que par exemple, ici, aux Pays-Bas, je peux employer des gens qui sont encore en demande d'emploi et je ouais. les montre qu'au bout de 3 mois, ils peuvent avoir un travail chez Microsoft, voilà, et OK, donc ils ont une période de transition. Ça, c'est un exemple. Mais normalement, je suis en discussion constante avec le gouvernement local, avec la municipalité, et je demande toujours des exceptions qui font possible que j'ai créé d'impact social. Quand j'étais en France, on parlait de 27e région, donc c'était un projet sur l'innovation, de futur, d'essais, de choses qui ne sont pas dans les cadres possibles. Ça, je trouve super intéressant. Et sûrement sur le secteur de l'innovation sociale, chapeau pour la France parce qu'il a toujours des concepts super intéressants. Que oui, pourquoi pas, j'aurais bien vouloir bosser en France parce que le caractère innovant et la conscience de la nature et la conscience des valeurs de la communauté sont des valeurs qui pour moi me parlent beaucoup. Et créer des concepts de commercial là-dessus, d'entrepreneuriat là-dessus sont des possibilités qui me parlent beaucoup. Oui. Écoute, Ami, je te remercie. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé, pour m'avoir fait découvrir Makers Unite, que j'ai connu, grâce à Adrien Lepère, qui nous a mis en contact. Et il m'a mis en contact avec plein de gens, mais hyper intéressants. Ah oui, tout à fait, je connais bien. Oui. T'es la troisième personne que j'enregistre et que je diffuse grâce à Adrien. Voilà, il va te demander des parts de business. Hein? Ah, je pense qu'on va se poser à un moment donné, il va falloir qu'on discute business et business et fais attention. part de podcast. On va se partager. Plaisir, Alim. Merci pour l'opportunité. Merci de la bonne discussion. Je laisse mon contact. C'est notre website. J'ai l'habitude de mettre tous les, toute l'actualité des invités. Donc, il y aura ton compte LinkedIn, ton site internet, le lien vers ton TEDx. Il y aura plein d'infos. Excellent, super. Merci. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, Alim. Merci. Au revoir. Au revoir et merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite une longue semaine et je vous dis à lundi prochain.